bonjour à tous. Coucou. Je te sers avant qu'on commence quand même, ça François. Ça s'appelle comment ? L'apéroview, évidemment, voilà, c'est pour l'apéro ça. interview. Je vois que tu as compris parfaitement le concept de cette émission, Vincent. Et que tu ne le détestes pas. C'est pour ça que tu es là, c'est pour boire l'apéro. On va beaucoup avoir à dire aujourd'hui, Vincent, parce que tu es quelqu'un de très prolifique. Ah bon ? D'abord, tu es un auteur-compositeur-interprète qui s'est fait connaître en 1996 avec un premier album qui s'appelait Pas mal et qui était plutôt pas mal. Hein ? Tu l'as fait exprès, évidemment. J'avais même fait un album avant, mais qui était tellement mauvais que j'en parle jamais, à part à toi. Je t'ai entendu dire que tu l'avais fait pour de mauvaises raisons. Le succès. En fait, tu as commencé, puis c'était la maison de disques qui a un peu dirigé, j'imagine. Non, c'est moi qui me suis mal dirigé. C'est toi qui... D'accord. C'est vrai qu'on fait des métiers où l'ego est assez important. Donc l'ego, il peut nous entraîner sur des pentes savonneuses. Moi, je t'ai découvert avec le premier album dont tu veux pas parler. Ouais. Et après, il y a eu Méchant. Parce que tu aimes bien te présenter un petit peu comme ça aussi. Alors, Méchant, c'est en deux mots, hein, les chants qui sortent de la voix. Mais on peut considérer aussi que c'est Méchant la personnalité. Ouais. C'est ça, c'était voulu. Ouais, parce que c'est pas très amusant d'être présentable. Moi, je trouve qu'on est dans un monde qui commence à lisser un peu tout. Et dans un monde lisse, on ne sait plus où s'accrocher. Donc, ça manque d'aspérité. Et moi, j'ai toujours bien aimé ce qui dépasse. Et moi, c'est ce que j'aime dans tes textes. C'est justement, ce n'est pas lisse. Il y a des doubles, triples lectures. C'est vraiment intéressant parce que quand on écoute un texte de Vincent Baguian, au moins pour ta propre œuvre, parce que tu as écrit pour d'autres, on en parlera tout à l'heure, voilà, on ne peut pas s'ennuyer. On peut l'écouter 3-4 fois, puis à chaque fois on va retrouver quelque chose de différent. Et je sais que c'est volontaire, évidemment. Moi, mon maître absolu, c'est Brassens. Et Brassens, il disait une chose géniale, il disait « Moi, je m'en moque qu'on m'écoute, ce que je veux, c'est qu'on me réécoute ». Et moi, cet adage, je l'ai pris pour moi. Et quand j'écris, je me demande toujours, est-ce que je vais avoir envie de dire ce texte plusieurs fois ? Et est-ce que les gens pourront l'écouter plusieurs fois sans se lasser ? Et tu te dis ça aussi quand tu écris pour les autres ? Exactement, c'est le même processus ? Oui, j'essaye de transformer la réalité. Quand on est sur scène, c'est un peu comme si on mettait une loupe sur celui qui chante. Quand il dit quelque chose de brillant, c'est très brillant. Quand il dit une ânerie, c'est très ânerie. Donc oui, je suis vigilant à ça, au fait que ça sorte de l'ordinaire. Moi, par exemple, en ce moment, je vais beaucoup à la Comédie Française et on ne peut pas se lasser des textes de Molière. C'est impossible, on peut les réécouter. C'est tellement brillant. Et moi, quand j'écris des chansons, je ne prétends pas être Molière, mais on a des maîtres et on tend vers, on essaye d'atteindre. Quand on écoute Brassens, c'est pareil. On ne peut pas changer un mot. Si on change un mot, c'est toujours moins bien. Tu mets la barre haute au niveau de tes influences ou de tes goûts pour que tu arrives à les approcher au plus près, quoi. Si je résume, c'est un petit peu ce que tu viens de me dire. Qui a dit si on ne vise pas le soleil, on ne peut pas arriver sur la lune. Oui, voilà. C'est tout à fait ça. Moi, je vise le soleil pour essayer d'aller le plus loin possible. Et des fois, j'atterris pas loin, mais... Pour continuer la présentation de Vincent Baguian, il y a eu aussi, avec ton ami Zazie, Sol en cirque en 2003, si je ne m'abuse, qui était une comédie musicale pour cette association Sol en Si. Ouais. C'est aussi une belle expérience quand même, et qui t'a fait un peu repérer des médias quand même. Parce qu'autant Zazie était connu, autant le co-auteur un peu moins, quoi. Surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai pu, à travers Sol en Si, tu peux me donner des coups de pied dans le placard. Ouais, c'est parce que... Alors attends, je vais m'installer, on va garder. Mais attends, tes chaises, elles font combien de kilos ? Elles en font 26 kilos. Ah, c'est des chaises de... C'est pour ça que j'ai essayé de reculer tranquillement. C'était pour les ouvrières de chez Singer. Attends, on boit un petit coup ? Peut-être qu'on trinque. Hein. Voilà. Parce que c'est du champagne. Monsieur ne se moque pas de nous. Très bon, d'ailleurs. Il passe bien. Ce qui était super avec Sol en Si, c'est que j'ai pu travailler avec tous les gens que j'admirais. Comme c'était au profit d'une association, j'ai pu écrire des chansons pour Claude Nougaro, pour Alain Souchon, pour Jonas, pour Christophe, pour Morane, pour Clara Luciani, non pas encore. Non, Carla Bruni. Carla Bruni, ouais. Pour Zazie, pour Maxime Le Forestier. Enfin, bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais c'était incroyable en n'étant pas connu,
de pouvoir travailler pour Cabrel, qui était mon producteur, et Mm. de lui rendre la monnaie en faisant une chanson pour lui. Oui, c'est vrai que Cabrel et Richard Seff étaient tes deux premiers producteurs, si je ne Ouais. m'abuse. Ça sent à Stafford un peu tout ça. Bah, c'était Richard Seff, c'était surtout lui mon producteur en studio, et Cabrel, il finançait ça gentiment. Bon, alors tu as cette carrière d'auteur. Il y a un troisième disque, hein, d'ailleurs, perso. Je l'ai oublié J'ai- celui-là. J'ai fait un album qui s'appelle Ce soir c'est moi qui fais la fille. Voilà, Voilà. qui a été un de tes plus grands succès, il me semble. Oh, je sais pas quand j'ai du succès, moi. En tout cas, est-ce que c'était le spectacle que j'avais vu, justement? C'était pendant cette période-là? C'est possible Oui, à l'Européen. ouais, à l'Européen, Ouais, c'est ça. C'était phénoménal. Bon, c'est gentil. Avec ton copain qui est aussi écrivain, Hugo Renard. Hugo Renard. Ah, j'avais adoré son livre Ouais, qui s'appelait J'aime les filles. j'aime les filles. Brillantissime. Voilà. Que j'ai réédité d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça il y a quoi, un an ou deux? Ouais, moi, je voulais pas que l'éditeur d'Hugo originel voulait mettre tous les livres Pilon. au pilon. Mm. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Il a récupéré son contrat et on a réédité son livre. On en a vendu plein. C'était génial. Bon, aussi, tu es connu pour des comédies musicales. Ouais. Il y en a pléthore. Ouais. Les deux les plus connus sont, j'allais dire Roméo et Juliette, n'importe quoi. C'était Mozart, l'opéra rock, Ouais. 1789. Et il y en avait une troisième aussi connue. Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir, bien sûr. Et c'est celle qui marche, qui est en train de marcher beaucoup à l'étranger, alors qu'elle n'a pas marché en France, c'est Le Rouge et le Noir. Ah ouais. Là, Elle va marcher en France? Non, pas tellement. Moi, je l'ai vu Non. au Palace, je crois. Ouais, mais ça a pas Il y avait C'est- Côme qui joue il y avait Johnny Roquefort Côme. dans Starmania maintenant. exactement. Et non, mais ça a pas tellement marché. Mais ça commence par exemple au Japon dans 10 jours. Ah bon, d'accord. Ouais. Et donc tu vas y aller et tout ça? Alors j'y vais pas en mars parce que je sors 2 livres, donc c'est compliqué. Mais j'irai en décembre parce qu'il y a une autre production encore qui joue Le Rouge et le Noir au Japon. C'est bien. Et ça cartonne en Chine aussi. Alors, il y a des gros tubes hein, que tu as fait. La symphonie, c'est toi. Ouais. Enfin, il y a quand même. Avec Dovatia. Hein, avec toujours. Dovatia, oui, c'est Ouais. co-auteur avec Dovatia. Ouais. Non, mais vraiment, j'aurais pas écrit les mêmes chansons sans Dove. Hein. C'est Ouais. vraiment Dove, c'était vraiment. Pourtant, c'est toi l'écrivain, l'auteur. Non, Non, mais- il a ce talent-là aussi? Ou il t'a Ah, apporté mais- les idées? Comment ça se passait d'ailleurs? Il a vraiment ce talent-là. Ouais. Je sais que les gens pensent que Dovatia est un producteur et qu'à ce titre-là, On n'a pas le droit d'avoir du talent. Ouais, mais c'est pas vrai du tout. D'abord, c'est un très bon compositeur et j'ai appris beaucoup avec lui, alors que je m'attendais à lui apprendre beaucoup. Et ben, c'est pas vrai. J'ai beaucoup appris. Une exigence que je n'ai pas. Et puis la comédie musicale, c'est très particulier et je ne m'en serais pas sorti sans lui. Et au niveau de l'écriture, justement, c'est quand même, j'imagine, différent de quand on écrit pour soi-même. Est-ce que tu peux faire les mêmes fantaisies en comédie musicale que dans tes propres chansons perso qu'on trouve dans tes albums à toi? Alors la comédie musicale, c'est extrêmement compliqué. Ouais, parce qu'il faut faire populaire quand même. Faut que ça C'est plaise pas à ça tout qui le est. monde, c'est ça. Non, parce que moi, je me pose jamais. Moi, j'ai l'impression que mes chansons sont populaires. Mm. J'ai pas l'impression de faire des chansons pour une élite. Moi, ce que je voudrais, c'est que mes chansons soient populaires. Donc, populaire, j'essaye toujours. Mais quand on fait une chanson pour une comédie musicale, moi, j'avais des a priori. En réalité, on reçoit une chanson qui existe déjà avec du yaourt. C'est-à-dire, ça fait When again, la, la. Bon, on vous dit dans le livret, ça va arriver à tel moment de l'histoire. Donc déjà, ça indique que sur le ouin, il va falloir écrire une histoire précise. Après, on vous dit, c'est un duo. Ah, d'accord. Alors, il faut mettre des paroles pour un duo à un moment précis de l'histoire sur des paroles préexistantes. Après, on dit, il faut que ça marche dans la comédie musicale, mais que quand on sort la chanson de la comédie musicale, ça continue à marcher. Et c'est la quadrature du cercle. C'est hyper compliqué. C'est millimétré, j'imagine. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est hyper Il compliqué. faut des combinaisons exactes, quoi. Il faut avoir fait beaucoup de gym. C'est-à-dire que l'écriture, c'est comme la gymnastique, on acquiert la souplesse à force de travailler. Et si on n'a pas la souplesse pour écrire une comédie musicale, c'est impossible. Alors, comment t'as décidé d'écrire des livres? Parce que c'est pas du tout le même travail d'écriture, évidemment, puisque ce sont des formats courts quand tu écris des chansons. Même si une comédie musicale, déjà, ça devient un peu plus long, Mhm. j'ai bien compris. Et puis tout d'un coup est arrivé ce livre-là, je le montre à la caméra.
Émile Titan, coécrit avec le Baptiste journaliste Vignol. Baptiste Vignol, ton ami. Oui. Et là, c'est pour ados, et vous avez eu pas mal de prix, et ça a bien marché, et c'est une surprise. Ouais. C'est une surprise, c'est-à-dire que déjà, Émile Titan, c'est particulier, puisque le fils de Baptiste s'appelle Titan, Ouais. et mon fils s'appelle Émile. C'était pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Mais Baptiste, il écrit beaucoup de livres de biographie. Mhm. Et moi, je lui ai dit un jour, mais t'as pas envie d'écrire quelque chose de personnel? Il dit oui, mais j'ose pas. Je dis ça tombe bien parce que moi non plus, j'ose pas. J'ai une idée, c'est les enfants espions, c'est-à-dire des enfants qui sont recrutés dans les écoles sans que les parents soient au courant. Est-ce que ça t'intéresse? On en a parlé à un éditeur et la simple idée a séduit l'éditeur. Et donc, écrire en sachant qu'il y a déjà un éditeur intéressé, c'est déjà, ça n'arrive pas souvent. Ouais. Donc, on est parti avec Baptiste là-dedans. Et puis, on a osé à deux ce qu'on n'osait pas tout seul. Émile Titan, Opération Salicorne. Je précise le titre en intégralité parce que de toute façon, il va y avoir un deuxième qui arrive bientôt d'ailleurs. Hein. Le 23 mars, On est presque deuxième dans l'actualité. tome qui s'appelle 10 jours pour sauver Paris. Et en fait, tu as déjà fait des conférences, des rencontres avec le public. Il est sorti pendant le confinement. Alors, on n'a pas fait beaucoup de salons, Ouais. mais on a rencontré beaucoup d'écoles. Et puis, on a eu 2 prix. On a eu le prix Gavroche et le prix des embouquineurs. Donc, le prix des embouquineurs étant un prix assez important. Et donc, on a été sollicité. Ouais, c'est les libraires qui... C'est les libraires et surtout les enfants Les enfants. des écoles Mmh. qui choisissent. Comme le public visé là. Ouais. Alors après Émile Titan, alors là, moi je me suis régalé. Ce nouveau livre-là, Que celui qui n'a jamais tué me jette la première pierre. Alors je vais pitcher, mais c'est très facile à pitcher. C'est un docteur qui devient serial killer pour la bonne cause, pour le bien des autres. Quelle histoire! Dit comme ça, c'est quand même énigmatique. Mais ça, c'est grâce à Bernard Werber. Ouais. Parce que tu remercies d'ailleurs. parce que Bernard, c'est vraiment un ami. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais toujours des choses avec des comédies musicales? Parce que parfois, on voit le haut de l'iceberg, c'est ce qui marche. Mais moi, pour faire quelques comédies musicales qui marchent, j'en écris beaucoup plus. Il me dit, mais à chaque fois, c'est compliqué à monter, il faut beaucoup d'argent. Pourquoi tu n'écris pas un livre? Il faut un papier, un crayon. Et je me suis dit, ouais, il a raison. Donc voilà, je me suis dit, allez, est-ce que j'en suis capable déjà? Eh ben moi, je me suis dit que c'était pas un premier livre d'un auteur qui débarque, c'est déjà un livre abouti, quoi. J'ai lu ce livre-là comme si c'était quelqu'un qui avait déjà 20 livres derrière lui, quoi. Parce que j'ai beaucoup écrit et j'ai écrit beaucoup de choses qui ne sont jamais sorties. Ouais. J'ai écrit des scénarios de films, j'ai écrit qui ont parfois été achetés et qui n'ont pas été tournés. D'ailleurs, avec Maureen Dor, j'ai écrit un scénario qui va sortir il y a 10 ans et qui va sortir en livre en avril. Que Maureen a écrit. Qui est une ancienne animatrice d'Antenne 2 à l'époque. Ouais, et Canal Plus aussi. Bon, elle est dedans. Hein. Alors là, c'est la couverture, il n'y a que des amis à toi. Il n'y a que des amis. Il y a Marjolaine, il y a Bernard Werber, etc. Ouais. Alors, bon, on ne va pas se contenter de dire que c'est juste un serial killer qui tue. Bon, c'est un médecin. Et d'abord, on peut le dire au départ, son premier meurtre, je peux en parler déjà ou pas? Quand il a 7 ans. Quand il a 7 ans. Ouais. En fait, tout démarre de là, en fait. Sa maman l'agace plus qu'un peu, et il la jette dans les escaliers, et elle meurt. Et c'est là qu'il se rend compte, ce Victor, que finalement, c'est facile d'éliminer quelqu'un, après on est tranquille. Donc, toute sa vie, peut-être pas toute sa vie, mais un long moment, les gens qui vont l'horripiler, et parfois vraiment avec raison, eh ben, ils s'arrangent pour les tuer. Et il est très ingénieux. Ouais. Écrire, c'est toujours un prétexte. C'est-à-dire que l'histoire principale, elle sous-tend quelque chose. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de ne respecter aucune règle. Parce que dans la vie, on est obligé toujours d'en respecter. Mais la vraie liberté, c'est d'en respecter aucune. C'est d'être amoral complètement. Et donc, inventer un personnage qui le serait à ma place, c'est ça le prétexte. Est-ce qu'il y a un peu du Vincent Baguian là-dedans, même si tu ne vas pas tuer quelqu'un, j'imagine? Mais est-ce qu'il y a un petit peu de ta personnalité? Il y a à mort de moi. C'est-à-dire que... Moi, c'est le côté pince sans rire où j'ai retrouvé Vincent Baguian, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a à mort de moi, mais les retours que j'ai des gens qui l'ont lu, c'est qu'il y a à mort de tout le monde. Ouais.
Oui, on a tous envie d'assassiner quelqu'un qui nous emmerde. Et puis surtout, Sauf qu'on passe pas à l'acte. on passe pas à l'acte. C'est la différence. Nous, la plupart des gens ne passent pas à l'acte, mais on a tous envie de passer à l'acte. Et c'est parce qu'on a conscience que passer à l'acte, ça nous entraînerait trop loin qu'on le fait pas. Mais surtout, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'injonctions d'être parfait. Il faut être parfait. Il faut pas être raciste. Il faut pas être homophobe. Il faut pas être grossophobe. Il faut pas être. Mais on est tous un peu ça. On est tous un peu racistes. On est tous un peu. Ça demande un effort de ne pas être raciste. C'est l'inconnu. C'est toujours compliqué. C'est-à-dire de dire non. Avant tout, quand je t'ai vu, j'ai vu un être humain. J'ai pas vu un noir. Mais c'est complètement faux. Voilà. Et donc moi, je me bats contre les idées lisses. Je n'aime pas ça. Et c'est pour ça que j'écris et que j'invente un personnage qui ne répond à aucun critère. Ouais, mais tu vois, tu es en train de me dire il n'a pas de morale. Et en fait, quand je repense à ce docteur de la Ciotat, il m'est sympathique, presque. C'est-à-dire que j'arrive pas à le considérer comme un meurtrier. Il est sympathique, c'est aussi le but, et c'est un peu le cynisme. Enfin, moi, je me suis employé à ça, c'est qu'il nous libère. Donc, comme il nous libère, il nous est sympathique, mais il est amoral. Mais on est tous amoral. Sinon, la vie serait pas drôle. Même sexuellement, il a quand même... il fait des choses, il y a des scènes de sexe, Vincent, quand même, très explicites. Eh bien... C'est difficile, hein, les scènes de sexe. Cher François, je vais te dire quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui a lu le livre et qui m'a dit il y a beaucoup de scènes de sexe. Et je sentais que cette personne me le reprochait un peu, qu'il y en ait trop. Je lui dis mais moi, il n'y en a pas. Il y en a pas suffisamment, parce que le sexe, c'est encore plus important que ça. Et puis, j'ai senti que la personne en plus, ça la heurtait. Et donc, je lui ai dit, mais je me suis dit, il faut que je lui donne le bon argument pour expliquer pourquoi il y a tant de scènes de sexe. Moi, on m'a expliqué la sexualité, quand j'étais jeune, comme quelque chose de dégueulasse, comme quelque chose de sale. On m'a expliqué la sexualité quand il y a eu les publicités pour les Tampax à la télé. On m'a parlé des règles avant de me parler de sexualité. On m'a dit, attention, pour avoir des rapports sexuels, pour avoir du désir, il faut être amoureux. On a sali tout ça. Et aujourd'hui, moi, en parlant de cul, j'ai trouvé une grande liberté, ça m'a libéré. Je me suis dit, je fais ce que je veux, je baise quand je veux, je parle de cul comme je veux, et personne ne me l'interdit, et c'est pas sale. Et c'est pour ça que je le fais, en fait. C'est plus profond qu'il n'y paraît. C'est pas simplement un jeu ou de la provocation. La provocation, elle est avant tout pour moi, pour me libérer. C'est pas un hasard qu'il y ait des scènes comme ça. Mais il n'y en a pas à toutes les pages non plus, faut pas exagérer. Non, il n'y a pas que ça. Mais elles sont... voilà, on a les images. Ça fait quand même... C'est marrant parce que j'ai envie de dire des choses, mais je ne peux pas déflorer parce qu'il y a certaines personnes... Bon, il va voir ailleurs un petit peu, on peut le lire ça. Ouais, il est amoral, donc il ne respecte pas les règles. Ouais. Et du coup, l'entourage ne respecte plus les règles non plus, c'est ça qui est drôle. Mais personne n'a envie de respecter les règles. On est tous faibles, lâches. Ouais. On lutte. On se fond dans le. On peut tendre vers quelque chose d'intéressant quand on lutte contre nos failles. Mais si on prétend qu'on n'a pas de failles, on est un imbécile, on est un idiot, on est inconséquent. Il faut en permanence lutter contre nos failles. Bon, pour lutter contre nos failles, il faut les connaître. Bon, du coup, ça m'a donné envie de réécouter Vincent Baguian en disque. Et je ne sais pas pourquoi tu le fais pas. Eh ben, j'ai enregistré un album qui dort depuis 4 ans dans un tiroir. Et je ne le sors pas parce que après l'avoir fait, je me suis dit, il n'a pas sa place dans ce monde. Lisse. Ça demande des explications, Vincent. Ben, par exemple, il y a un titre sur mon album qui s'appelle Le string ou la burqa. Ouais. Et j'ai rencontré 6 réalisateurs et tous, à un moment, ont arrêté de travailler sur le titre parce qu'ils ont eu peur. Ah ouais, d'accord. Et donc, moi, ça m'a complètement stoppé. J'avais trouvé un gros producteur et tout ça, et j'ai arrêté. Je me suis dit, non, on peut pas dire ce que je dis aujourd'hui, donc j'arrête. Donc du coup, dans les livres, on peut par contre. Dans les livres, c'est plus facile, oui.
Donc tu vas continuer à écrire, j'imagine. Oui, mais moi, je trouve... alors après, je peux me faire critiquer en disant ça, hein, mais moi, je trouve que les interprètes ont beaucoup progressé grâce à la télévision, grâce au concours The Voice, grâce à la Starac. On a beaucoup de très, très bons interprètes. Mais le défaut de ce système, c'est que je trouve qu'en termes de propos, en termes de création, ça a beaucoup baissé et qu'on ne dit plus rien. Et moi, j'ai aimé des chanteurs qui m'ont montré un chemin, qui ont raconté des choses. Quand Brassens disait ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Moi, ça me percutait. Et je trouve que dans la chanson, il n'y a plus grand-chose dans le propos qui me percute. Parfois, artistiquement, musicalement, je peux être touché, mais dans le propos, presque jamais. Et donc, je me suis dit, c'est pas le moment de sortir ce disque. Je réitère en tout cas ce que je disais au début de l'interview. Il faut absolument qu'on écoute tes 3 derniers albums. On va peut-être s'abstenir pour le premier, hein, mais vraiment les 3 suivants, c'est des chefs-d'œuvre absolus au niveau de l'écriture et j'en redemande du Vincent Binguian. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tu as des projets, je crois, en tant qu'auteur pour, je sais pas, par exemple, une jeune femme ou... Alors, je travaille pour une jeune femme qui s'appelle Marjolaine Piémont. Elle écrit elle-même ses chansons, souvent. Parfois, elle me demande un peu de l'aider. On travaille avec un monsieur qui s'appelle Quentin Béconnier, qui est admirable. Je connais, ouais. Et on est en train de faire son album. Elle a fait un premier album. Qui est en photo aussi là-dessus. Oui, il est en photo aussi. Ouais. Mais Marjolaine, à Piémont, a fait 180 dates de tournée, 100 maisons de disques. Comme quoi, le monde va pas bien, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et moi, je trouve que sur scène, elle est fantastique. Je trouve qu'elle est fantastique en dehors de la scène aussi. Donc, je l'accompagne. Merci beaucoup, Vincent. C'était très sympathique, cette petite rencontre au champagne. On boit encore un petit coup, peut-être. À la vôtre. Et merci à Franck, hein, qui réalise et qui boit discrètement tout seul derrière. Et à très vite pour un nouveau Apperview. Moi, j'adore ce concept d'émission.